Dans les vidéos précédentes, je vous ai raconté la triste histoire de Dan Markel, un homme droit et honnête, père aimant et impliqué dans la vie de ses enfants, et de comment son assassinat aurait été, selon la police, organisé par la famille de son ex-femme, Wendy Adelson. Un des frères de Wendy, Charlie Adelson, a été arrêté et jugé pour son implication dans ce meurtre pour avoir embauché un tueur à gages, et on a vu ensemble la semaine dernière les preuves que l'accusation a contre lui. Si vous n'avez pas vu mes 2 vidéos précédentes sur cette affaire, je vous recommande vivement de les regarder avant celle-ci. Il y a une playlist sur ma chaîne, je vous la remets dans le petit i et dans la description. Et puis au passage, profitez-en pour vous abonner, vous êtes presque 70% à regarder cette chaîne sans vous abonner. Que faites-vous? Cliquez sur ce petit bouton, c'est gratuit. Charlie Adelson n'a pas dit son dernier mot et il maintient son innocence. Le meurtre de Dan Markel est une tragédie, une perte terrible. Perte avec laquelle Charlie Adelson n'a rien à voir, ni de près, ni de loin. D'ailleurs, en réalité, Charlie, c'est aussi une victime dans toute cette histoire. Vous en doutez? Eh bien, laissons donc son avocat, Dan Rashbaum, nous expliquer tout ça. Alors, quand vous êtes prêts, entrez, reprenez donc votre place sur le banc des jurés que vous avez laissé libre comme ça là depuis une semaine, et préparez-vous à juger. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this matter here today? Your Honor, I'm going to object on hearsay. That's basic law. Telling me I'm a suspect in the murder of my wife and my child? Juror badge number 18. Are these your true and correct verdicts? I don't know if you've seen anybody be killed, but it's upsetting. And would you please poll the jury? Mesdames et messieurs les jurés, Charlie Adelson est innocent et on va vous le prouver. D'ailleurs, l'accusation n'a aucune preuve contre Charlie Adelson. Tout ce qu'ils ont fait, c'est prendre des éléments comme ça à droite à gauche, tenter de les relier pour donner le sens à cette histoire qui les arrange, mais tout ça ne tient pas la route. Vous allez voir que dans cette histoire, les pièces du puzzle ne s'assemblent pas. On le voit parfaitement, ne serait-ce qu'avec le mobile avancé par l'accusation. Ça tient pas la route. Charlie, il en avait rien à faire que sa sœur elle soit coincée à Tallahassee. Ça n'impactait absolument pas sa vie, ce n'est pas vrai. Est-ce que Charlie Adelson donnait de l'argent à Catherine McBanoa? Oui, bien sûr, parce qu'elle le faisait chanter. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est vraiment passé dans toute cette histoire. Le jour du meurtre de Dan Markel, ce fameux 18 juillet 2014, Katie est chez Charlie Adelson puisqu'ils sont en couple à l'époque. Ils sont couchés quand soudain, Katie lui avoue quelque chose. Elle explique à Charlie qu'elle sait qui a tué Dan et que c'est sa faute à elle. Elle explique à Charlie qu'elle a raconté des choses sur lui à de mauvaises personnes. En fait, elle a parlé de Charlie à son ex, le père de ses enfants, Sigfredo Garcia, qui, rappelons-le, est un criminel et membre de gang. Et pêle-mêle, elle lui a expliqué que Charlie, il avait de l'argent. Elle lui a parlé un petit peu des soucis que sa famille rencontrait avec Dan. Elle lui a aussi évoqué, vous savez, cette blague de la télé du tueur à gages. Et Garcia, en bon criminel qu'il est, a imaginé tout un plan à partir de là pour pouvoir faire chanter Charlie. Son plan, c'est qu'il a embarqué avec lui Luis Rivera, ils sont allés à Tallahassee pour tuer Dan Markel, et il demande maintenant à Charlie Adelson de le payer pour son silence. Il a 48 heures pour lui donner de l'argent, sinon c'est lui ou un membre de sa famille qui sera assassiné, et c'est pas la peine de penser à aller voir la police, monsieur Adelson, parce que si vous faites ça, on leur parlera là de cette blague du tueur à gages et de la télé, et on leur dira que c'est vous qui nous avez demandé de tuer votre ex-beau-frère. En entendant ça, Charlie panique complètement, ces hommes ne plaisantent pas, ils viennent de tuer son ex-beau-frère en plein jour, devant chez lui, il va pas prendre le risque que lui ou un membre de sa famille soit aussi assassiné, il se précipite vers son coffre, il en sort l'intégralité de son cash, soit 138 000 $, et il le donne à Katie pour qu'elle le transmette au maître chanteur et qu'il soit ainsi protégé. Katie va aussi lui dire à ce moment-là qu'elle va s'assurer que personne dans sa famille ne va mourir, et elle va aussi s'assurer, dit-elle, que la somme au fur et à mesure du temps ne grossira pas. C'est-à-dire que, en fait, ils ont demandé une somme précise. Les 138 000 $, ça ne couvre pas l'ensemble. C'est pour ça que Charlie a continué ensuite à payer Catherine McBanoa pendant un peu plus d'1 an, tous les mois, là, les fameux 3 000 $. Mais elle lui promet qu'une fois qu'il aura payé la somme totale, il n'entendra plus jamais parler de cette histoire. Voilà ce qui s'est passé. Charlie Adelson était donc victime d'extorsion.
Sur le moment, Katie, qui se sent quand même pas très bien parce que c'est sa faute toute cette histoire, elle va demander à Charlie de ne plus jamais reparler de tout ça avec elle. Elle lui dit écoute, faisons comme si c'était jamais arrivé, et c'est pour ça que cette extorsion, Charlie Adelson n'en parle jamais à personne dans les SMS, ni dans les conversations téléphoniques enregistrées par le FBI, tout simplement parce que c'est un homme bien qui respecte la demande de Katie. Pourquoi est-ce qu'il parlait en langage codé avec sa mère Donna et avec Katie de temps en temps? Simplement parce que ce chantage, il ne voulait pas que qui que ce soit au courant. Il avait quand même parlé de tout ça à sa mère, mais c'est parce qu'il s'était dit si jamais je suis assassiné, il y a au moins une personne qui saura la vérité. Mais c'est tout, en dehors de ça, il en a parlé à personne, donc il faisait très attention. Les rares fois où il l'évoquait, c'était toujours en langage codé. Voilà, tout simplement. Pendant plus de 5 ans, Charlie est persuadé que Katie le protège dans toute cette histoire, que c'est grâce à elle que, après 2015, les paiements s'arrêtent, et il lui est extrêmement reconnaissant. Et c'est pour ça qu'il lui paye des voyages, qu'il lui fait des cadeaux. Ce fameux SMS où il lui dit qu'il l'aime et qu'il a de la chance de l'avoir dans sa vie, alors même qu'ils sont séparés depuis plusieurs mois, c'est parce qu'il est persuadé que c'est grâce à elle qu'il est encore en vie. Et en 2019, au moment du premier procès de Katie, Charlie Adelson s'attend à ce qu'elle donne la vérité et qu'elle explique toute cette histoire de chantage, mais ce n'est pas ce qu'elle dit. Et alors il tombe complètement des nues, et là il comprend ce qui s'est réellement passé, et il percute qu'en réalité, c'est pas Sigfredo Garcia qui a monté toute cette histoire d'assassinat pour le faire chanter, c'est Katie, c'est elle, le cerveau de toute cette opération, et il s'est fait avoir pendant toutes ces années. Mais le seul tort de Charlie Adelson, c'est d'avoir fait confiance à la femme qu'il aimait. Dans ce procès, la défense va avoir assez peu de témoins. De mémoire, le procès a duré en tout 7 jours, 5 pour l'accusation et à peine 2 pour la défense. En fait, ils vont essentiellement utiliser les témoins de l'accusation pour appuyer leur théorie à eux. Luis Rivera n'a jamais eu de contact avec Charlie Adelson. Il n'a jamais entendu le nom de Charlie Adelson, et d'ailleurs, au moment où il témoigne dans le procès de Charlie, c'est la première fois qu'il le rencontre. Lui, il a eu toutes ces informations par qui ? Sigfredo Garcia et Catherine Magbanua. Tous les deux lui ont menti à plusieurs reprises, notamment sur le but du voyage. Luis Rivera dit qu'au départ, il n'avait pas du tout compris que c'était pour tuer quelqu'un. Ils lui ont menti aussi sur la somme qu'ils ont perçue pour ce meurtre, puisqu'ils lui ont parlé de 100 000 $. Donc Luis Rivera, il a touché un tiers de 100 000, alors qu'en réalité, il y a eu 138 000 une première fois, puis 60 000 quasiment sur un peu plus d'1 an, donc au total quasiment 200 000 $ et pas du tout 100 000. They lied to you about the purpose of the trip going to Tallahassee, right? Yeah. They lied to you about who the lady was on the street. Yeah. They lied to you about the amount of money they received. Yeah. They lied to you about getting money every month. Mm-hmm. Isn't it possible that you thought it was a murder for hire, but it was really an extortion? I don't know. Garcia et Magbanua ont donc très bien pu mentir à Rivera aussi sur cette histoire de contrat à exécuter pour qu'une femme récupère la garde de ses enfants. Rivera a tout à fait pu être manipulé par Garcia et par Magbanua, comme l'a été Charlie. Et puisqu'on parle de Catherine Magbanua, comment on peut croire une femme qui est une menteuse professionnelle et une criminelle ? You lied when you testified that you knew nothing about Wendy Adelson's divorce. Yes, sir. You lied when you said you didn't pick up money from Charlie's house on July 18th. Yes, sir. You lied when you said you knew nothing about stapled cash. Yes, sir. You lied when you said you didn't bring the money to Sigfredo or Luis Rivera the next day. Yes, sir. You lied again when you said you worked as a personal assistant for Charlie, right? Yes, sir. Elle a menti au cours de ses 2 premiers procès, ça vous le savez, mais pire que ça, elle est actuellement en attente de son procès en appel. Pourquoi est-ce que Katie fait appel ? Eh bien parce qu'elle continue à clamer son innocence. Donc on a quelqu'un qui est en train de témoigner contre Charlie Adelson en disant qu'elle sait qu'il est coupable puisqu'elle est elle-même impliquée, tout en étant en attente d'un procès en appel dans lequel elle dit qu'elle est innocente. Comment on peut croire quelqu'un comme ça ? Et puis il y a ce fameux deal d'immunité que l'accusation lui a proposé et qu'elle a refusé. Elle pouvait sortir de prison et elle a refusé de témoigner contre Charlie. Pourquoi ? Eh bien l'avocat de Charlie, il sait pourquoi elle a refusé. C'est parce que les deals d'immunité, s'il est prouvé après coup qu'on a menti, non seulement il n'y a plus de deal, mais en plus c'est un crime supplémentaire, donc retour en prison direct avec encore plus de crimes. Et c'est pour ça qu'elle a refusé Katie. Parce qu'en fait, ça l'aurait obligée à mentir en témoignant contre Charlie Adelson. Le témoin clé de la défense de Charlie Adelson, c'est Charlie Adelson.
C'est toujours une grosse surprise quand l'accusé passe à la barre parce que c'est ouvrir la porte à ce qu'il se fasse défoncer par l'accusation en interrogatoire en contre. Je sais que je vous dis à chaque fois que ça n'arrive jamais, que c'est très très rare et que j'arrête pas de vous parler de cas où l'accusé témoigne, mais je vous promets que c'est un pourcentage très 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 faible. Et dans ce cas précis, vraiment personne pensait qu'il allait témoigner de Charlie parce que ça ouvrait la porte sur tellement de possibilités pour la procureure qui est sur ce dossier depuis 10 ans quand même, donc on peut imaginer qu'elle a beaucoup de questions. Mais la défense va bel et bien appeler Charlie à la barre. Le but de ce témoignage, en plus de raconter la version des faits de Charlie Adelson, qui est déjà ce que je vous ai raconté sur l'histoire du chantage, c'est aussi et peut-être surtout de casser cette image de famille toxique qui a été dressée par l'accusation, et puis aussi casser cette image qui a été donnée de Charlie Adelson, à savoir celle d'un gosse de riche qui croit que tout lui est dû, que tout est permis parce qu'il a de l'argent. C'est pas du tout ça, l'histoire de Charlie Adelson, et c'est pas comme ça qu'il est. Growing up, what was your family like? It was pretty normal. I was the middle of 3 children. My dad was a dentist. My mom was a school teacher. Played a lot of sports. Pretty normal upbringing. En fait, Donna et Harvey Adelson, quand leurs enfants étaient adolescents, ils ont perdu toutes leurs économies dans une arnaque un peu à la Madoff, et donc ils n'ont pas pu payer les études de leurs enfants. Donc ils ont tous dû se démerder pour trouver soit des bourses, soit faire un prêt étudiant qu'ils ont dû rembourser après. Et c'est le cas de Charlie, qui pour faire dentaire, a dû prendre un prêt, et quand il est sorti, quand il a fini ses études, il a commencé à bosser avec un prêt sur le dos, à hauteur de 200 000 $. Pour pouvoir rembourser ce prêt, il a dû bosser comme un malade, il acceptait tout ce qu'on lui proposait, donc il passait son temps à faire des tournées en fait tout autour de Miami. Il allait parfois jusqu'à 1h, 1h30 de route, juste pour la journée, pour faire des opérations, il rentrait, etc., etc. Donc, vous voyez, Charlie, c'est vraiment quelqu'un qui a la valeur de l'argent. Il sait très bien ce que ça vaut. C'est pas du tout un gosse de riche qui a été élevé comme ça, mais alors, pas du tout. Il a repris le cabinet familial, ça c'est vrai, mais est-ce que vous saviez qu'il l'a racheté à son père ? Et après, il a embauché son père et sa mère dans son cabinet. Donc c'est vraiment un type bien qui, à force de travail, a réussi à rembourser son prêt, a pu s'acheter une maison, a acheté le cabinet familial, et en plus, il a employé ses 2 parents, parce que c'est un fils super. Voilà qui est Charlie Adelson réellement. Oui, il a eu pas mal de petites amies, mais jamais en même temps. Je fais cette précision parce que ça a été beaucoup dit, on a beaucoup parlé des nombreuses conquêtes de Charlie Adelson pendant tout ce procès, bien que ça n'ait aucun rapport. Donc c'est un mec bien, oui, il aime bien sortir avec ses amis, mais en fait il a pas le temps. Charlie, il bosse comme un dingue. Vous avez vu le nombre de prêts qu'il a sur le dos là pour sa maison, le cabinet et tout ? Il a pas le temps de sortir. Il sortait 1 fois par semaine, maximum avec ses potes, généralement le samedi soir, et c'est tout. Donc on est très 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 loin de cette image de dandy, fêtard, séducteur qu'a décrit l'accusation. C'est pas la personne qu'est Charlie Adelson, pas du tout. Ah, et la famille Adelson, elle est parfaitement normale. Charlie, il a une relation proche avec ses parents, parce que c'est juste quelqu'un qui aime ses parents. Quel est le mal là-dedans ? Il est particulièrement proche de sa mère, mais elle ne s'est jamais mêlée de sa vie. Mais pas du tout. Donna n'est pas contrôlante. C'est vrai qu'elle s'est un petit peu plus mêlée de la vie de Wendy, mais c'est pas la faute de Donna, c'est parce que c'est Wendy qui lui demandait de s'investir dans sa vie. Il s'est pas du tout impliqué, Charlie, dans le divorce de sa sœur. En fait, il écoutait sa mère qui racontait un petit peu les histoires que vivait Wendy. Lui, il était vraiment désolé qu'elle passe par tout ça et que Dan la traite si mal au moment de leur divorce. Ben voilà, c'était un soutien comme un autre, c'est tout. Oui, si Wendy elle arrivait à déménager avec ses enfants à Miami, il aurait été hyper content, Charlie. Il aurait grave kiffé avoir sa sœur qui habite à côté de chez lui. Mais si ça arrivait pas, c'était pas grave du tout. Ça ne changeait pas sa vie, mais pas un brin. How did you feel about the idea of your sister and the boys moving to South Florida? I thought it would be great. I mean, I hadn't lived in the same town as her since 1995, so I thought it would be great to have her in town. How important was it to you? I mean, it wasn't real important to the point like I thought about it all the time, but I mean, if I thought about it, I'd be happy to have her back home. D'ailleurs, il va appuyer le témoignage de sa sœur et il va dire lui aussi que Wendy s'était totalement faite à l'idée de rester vivre à Tallahassee quelques années de plus et que elle kiffait sa vie là-bas. C'était super. Elle était très très loin d'être malheureuse. C'était même tout le contraire. I mean, she loved her job up here. She was getting excited about things. She was dating people. She was embarking on her new life in Tallahassee.
L'offre à $1 million, c'était juste parce que bah oui, c'est un frère aimant qui voulait soutenir sa sœur, donc s'il y avait une possibilité de l'aider comme ça, il était évidemment prêt à le faire. Mais en fait, c'est ça qui a posé problème, parce que il a parlé de cette offre à Katie. Et Katie, elle lui a dit quand même, c'est beaucoup d'argent, ça fait $333 000 pour toi. Comment tu vas faire pour sortir cette somme? Tu vas devoir faire un prêt, non? Et Charlie lui a dit non, j'ai l'argent en fait. Et notamment, j'ai du cash dans mon coffre-fort, parce que régulièrement, Charlie est payé en cash par ses clients. Alors attention, il le déclare, hein. Il n'y a pas de fraude, seulement, comme il en a pas besoin parce qu'il gagne très bien sa vie, le cash, il le fout dans son coffre. Et voilà, il a ses $138 000. Et en fait, c'est en parlant de ça à Katie que ça lui a donné l'idée de monter tout ce plan pour le faire chanter. Did you ever talk with Catherine Magbanua about that $1 million offer? Yes, I did. And what do you remember telling her? The same thing I told everybody else. Is it came up when she was asking me about, doesn't your sister want to move back home? And I said, yeah. I said, we tried everything we could. We even offered Danny $1 million to move back to South Florida. How did she respond? She was like, wow, that's a lot of money. She's like, you got to take out a loan for that? And I said, no, I got cash, I can pay for it. Globalement, la défense va miser beaucoup sur son closing argument, dans lequel ils vont faire un résumé de tout ce qui s'est passé, et ils ont fait cette présentation que je vais vous partager, avec ce puzzle qui reprend tous les protagonistes de l'histoire, et ce trou au milieu, et puis ils ont repris tous les éléments avancés par l'accusation, en les dessinant comme des pièces de puzzle, pour montrer qu'aucune de ces pièces ne permet de compléter le puzzle et de faire le lien, et ça, mesdames et messieurs les jurés, ça s'appelle du doute raisonnable. Et s'il y a un doute raisonnable, alors vous devez acquitter Charlie Adelson. La première pièce du puzzle qui ne rentre pas, c'est celle du mobile. On l'a dit, on l'a redit, Charlie Adelson, ça n'impactait pas sa vie, que sa sœur déménage ou pas, tout ça ne tient pas. Accessoirement, Wendy Adelson, elle avait pris des rendez-vous à Tallahassee pour après le meurtre de Dan. Elle avait aussi pris des billets d'avion pour l'automne et pour l'hiver au départ de Tallahassee. Pourquoi est-ce qu'elle se serait embêtée à faire tout ça si elle savait que ce serait pas la peine parce que son ex-mari allait être assassiné? Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, dans les semaines qui suivaient le meurtre de Dan, normalement, toute la famille Adelson devait venir à Tallahassee. Encore une fois, pourquoi il se serait embêté à organiser tout ce périple s'il savait que ce serait pas utile? L'autre pièce qui ne colle pas pour la défense, c'est le fait que Dan avait les enfants ce jour-là. Pour eux, ça ne tient pas parce que les enfants, tout le monde les adore dans cette famille. C'est même la raison, soi-disant, pour laquelle les Adelson auraient embauché un tueur à gages pour protéger ses enfants. Pourquoi est-ce qu'ils auraient fait assassiner Dan à un moment où il avait ses enfants, alors que 2 jours avant seulement, le 16, c'est Wendy qui avait ses enfants avec elle? Jamais les Adelson n'auraient pris le risque de faire assassiner Dan à un moment où les enfants auraient pu être témoins, voire auraient pu être touchés, soyons logiques 2 minutes. Et puis si vraiment ils étaient responsables du meurtre de Dan, pourquoi ils auraient pas fait ça le 5 juillet plutôt? Parce que le 5 juillet 2014, les Adelson, ils étaient tous réunis à Miami, y compris les enfants de Wendy, pour les 70 ans de Harvey Adelson. Donc ils auraient eu un super alibi, ils avaient les enfants avec eux, donc ils savaient que, les enfants ne risquaient rien. Pourquoi ils auraient pas fait ça à ce moment-là plutôt? Si vraiment il devait embaucher un tueur à gages. La 3e pièce de ce puzzle, c'est que Sigfredo avait menacé Charlie. Garcia était extrêmement jaloux du nouveau compagnon de son ex-femme et il le vivait très 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 mal. Il avait menacé à plusieurs reprises de s'en prendre à Charlie, il voulait l'écraser avec une voiture. 8 semaines avant le meurtre de Dan, il a d'ailleurs tenté de le renverser. Et 8 semaines après, il va assassiner son beau-frère pour lui? Ça n'a aucun sens. La pièce numéro 4, c'est cette fameuse blague du tueur à gages et de la télé. Soyons sérieux 2 minutes, cette blague, Charlie l'a fait à tout le monde. Jeffrey Lacasse l'a même dit, il a vu Charlie une fois à un dîner et il lui a fait cette blague. Faudrait quand même être sacrément con pour raconter cette blague à tout le monde si, juste après, on a l'intention d'embaucher un tueur à gages. Les criminels ne se vantent pas à l'avance des crimes qu'ils vont commettre. Réfléchissons, c'est juste du bon sens. Est-ce que c'est pas beaucoup plus logique que ce soit plutôt Catherine Magbanua qui a organisé toute cette histoire et qui ait fait chanter quelqu'un qui avait de l'argent? La pièce numéro 5, c'est ces histoires de paiement. Encore une fois, qui est assez débile pour payer un tueur à gages par chèque? Réfléchissons, puisque Katie Magbanua a été payée en partie par chèque de $1000 pendant plus d'1 an. Ils ont donc laissé des traces. Qui fait ça? Et puis c'est pas un peu bizarre de payer pour un meurtre pendant des mois et des mois?
D'ailleurs, c'est pas un peu bizarre de payer pour un meurtre après le meurtre? Ça a du sens pour vous qu'un tueur à gages accepte d'être payé après un meurtre? Qu'il prenne le risque d'aller commettre un acte pareil, d'aller en prison peut-être pour ça, et qu'il ne sache même pas s'il est payé à l'avance et s'il va être payé ensuite? Par contre, le fait que ces paiements se mettent en place après le meurtre de Dan Markel, ça oui, c'est cohérent avec le chantage, mais pas avec un tueur à gages. Et puis le principe de base de prendre un tueur à gages, c'est quand même a priori de prendre quelqu'un avec qui on n'a pas de lien, de façon à ce qu'on ne puisse pas remonter jusqu'au commanditaire. Et Charlie, il garde des liens avec Katie pendant des années alors qu'ils sont plus ensemble. Encore une fois, ce n'est pas cohérent avec cette histoire de tueur à gages. Par contre, c'est cohérent si Katie le fait chanter. La pièce numéro 6, ce sont les mensonges de Katie, je vous en ai déjà parlé. Katie a menti énormément, ça on le sait, donc on ne sait pas comment on peut lui faire confiance. Donc tout ce qu'elle raconte en fait dans son témoignage pour l'accusation, c'est poubelle en fait. Elle vous a menti pendant ce témoignage, vous pouvez pas garder ça, c'est pas possible, donc ça ne tient pas. Et finalement il y a qu'elle qui relie Charlie à ce meurtre, donc... La pièce numéro 7, c'est ce deal d'immunité dont je vous ai déjà parlé. Pour l'avocat de la défense, elle a refusé parce qu'elle ne pouvait pas mentir en témoignant contre Charlie Adelson, et c'est une preuve de l'innocence de Charlie. La pièce de puzzle numéro 8, ce sont les caméras de surveillance. Après le meurtre de Dan, Charlie s'est mis à dormir avec une arme à feu, et il a aussi fait installer des caméras de surveillance chez lui et à son cabinet. Si c'était lui le commanditaire, il aurait eu peur de quoi? Pourquoi il aurait fait ça? Et la pièce numéro 9, ce sont les enregistrements des conversations téléphoniques. L'accusation vous a fait écouter les morceaux qui l'arrangeaient, mais il y a des bouts qu'elle vous a pas fait écouter. Dans ces audios, on entend notamment à un moment donné Charlie qui parle de Dan, c'est 21 mois après son décès, et il dit que c'est une tragédie. Il dit aussi à Donna que Dan Markel est irremplaçable, et dans l'enregistrement qui suit The Bump, vous vous rappelez, oui, Donna, elle appelle Charlie, mais si on écoute bien, Charlie lui pose des questions, il essaye de savoir tout simplement si ça pourrait être la même personne qui l'a fait chanter lui. Il lui demande bien quelle était l'ethnicité de cette personne par exemple, des choses comme ça, il lui pose des questions, et ça, encore une fois, ça soutient la thèse du chantage. Dans ces enregistrements, on entend aussi plus de 30 fois Charlie dire « Nous n'avons rien fait, nous n'avons rien à nous reprocher ». Dans l'appel secret à Katie qui l'a fait arrêter, en réalité quand il dit « ces gens ne connaissent qu'une partie de l'histoire » ou pensent qu'ils connaissent une partie de l'histoire, ce qu'il est en train de dire c'est pas qu'ils ont embauché un tueur à gages, non, ce qu'il est en train de dire c'est qu'ils ne savent pas, la police, qu'en fait on fait chanter Charlie depuis toutes ces années. D'ailleurs, à un moment donné, Katie dit à Garcia qu'elle a peur que Donna et Harvey appellent la police. Pourquoi est-ce qu'elle aurait peur de ça si c'était eux les commanditaires? Jamais ils iraient voir la police. Donc vous voyez, aucune des pièces de puzzle ne rentre, ça ne tient pas, et encore une fois, ça s'appelle des doutes raisonnables, et donc vous devez acquitter Charlie Adelson, puisque clairement, il est innocent. The case against Charlie Adelson is a case of guesses and of assumptions. You must find Charlie Adelson not guilty. On arrive à la fin de ce procès et il est temps pour la procureure de reprendre la parole et de nous rappeler que la famille Adelson, c'est une famille toxique qui a fait assassiner l'ex-mari de Wendy. Cette histoire d'extorsion là de chantage de Charlie Adelson, c'est n'importe quoi. Le mec, il a cru sur parole Katie qui lui disait que quelqu'un allait le tuer et il a accepté de payer près de 200 000 $ à des gens qu'il n'a jamais rencontrés et sans aucune preuve du chantage. Mais qui fait ça? Qui paye une somme aussi importante alors qu'il a aucune preuve qu'il existe même des maîtres chanteurs? C'était soi-disant urgentissime que Charlie paye cette somme, sinon il risquait la mort. Et pourtant, le soir du 18 juillet, quand il remet l'argent à Katie, elle reste dormir chez lui tranquillement et elle attend le lendemain pour repartir avec l'argent et le donner au maître chanteur qui menace sa vie. Est-ce que ça a du sens pour vous? À aucun moment, jamais Charlie Adelson n'a mentionné cette histoire de chantage, jamais il n'en parle dans ses SMS, jamais il n'en parle au téléphone dans les écoutes téléphoniques. C'est étrange quand même, non? Et si c'est vrai tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Charlie, depuis tout ce temps, toutes ces années, il connaît l'identité de l'assassin du père de ses neveux adorés, et il l'a dit à personne? Et puis soyons sérieux 2 minutes quand même là. Garcia et Rivera, s'ils voulaient de l'argent, pourquoi ils ont pas juste cambriolé Charlie? Ça aurait été quand même vachement moins risqué comme plan que d'aller jusqu'à Tallahassee pour tuer un inconnu,
qu'en plus la personne qu'ils s'apprêtent à faire chanter déteste, donc ils font ça, ça va l'arranger le mec en fait. En faisant ça, ils commettent un meurtre, donc ils prennent le risque d'aller en prison à vie, et ils font tout ça, toute cette manigance hyper complexe et dangereuse pour récupérer de l'argent qu'ils auraient pu avoir en cambriolant. Ça n'a aucun sens. Et puis Charlie dit qu'il n'est pas allé voir la police parce qu'il avait peur des représailles. Ok, admettons que cette histoire soit vraie. En 2016, Garcia, Rivera et Magbanua, ils étaient tous en prison. Pourquoi il n'est pas allé parler à ce moment-là à la police, puisque ses maîtres chanteurs étaient derrière les barreaux? En plus, il aurait pu aider la police à ce moment-là, puisqu'il aurait pu témoigner contre Rivera, il aurait pu témoigner contre Garcia, et il aurait pu sauver la peau de Katie en allant raconter cette histoire de chantage, comment elle l'avait protégé, il aurait pu l'aider à obtenir une libération. Pourquoi il a rien fait de tout ça? Pourquoi il a attendu le jour de son procès pour que soudainement on entende parler de cette histoire de chantage alors que ça fait 10 ans que l'affaire est en cours? Et puis accessoirement, il veut pas parler à la police parce que ça le met en danger de mort. Par contre, en parler à sa mère et la mettre elle-même en danger, ça c'est ok? Non vraiment, mesdames et messieurs les jurés, cette théorie de la défense ne tient pas la route. Charlie Adelson est coupable et vous devez le condamner. This defendant is not a victim. He's a criminal. He's wealthy, he's smart, and he's successful. But he's a wealthy, smart, successful murderer. Il est maintenant temps pour les jurés et pour vous d'aller délibérer. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Est-ce que selon vous, Charlie Adelson est coupable ou pas? Et on se retrouve juste après pour le verdict. Et le verdict, le voici. Count 1. First degree murder. The defendant is guilty of first degree murder. Count 2. Conspiracy to commit first degree murder. The defendant is guilty. Count 3. Solicitation to commit first degree murder. The defendant is guilty. Charlie Adelson est condamné à la prison à vie sans possibilité de liberté conditionnelle. Bon, il a déjà dit qu'il allait faire appel, donc il y aura très certainement une suite, mais en attendant, la justice n'en a pas terminé avec la famille Adelson. Après le verdict, Charlie Adelson est retourné à la prison et il va avoir un certain nombre de conversations au téléphone avec sa mère Donna. Visiblement, les Adelson savaient que les conversations téléphoniques en prison sont enregistrées, mais ils avaient l'air de croire que c'était une histoire de sécurité, en gros qu'il y avait quelqu'un qui écoutait plus ou moins, et s'il n'y a pas de menace quelconque, ça part à la poubelle. Ils n'avaient pas très bien compris que la police pouvait accéder à ces conversations, et donc on a des enregistrements de Donna et de Charlie ce jour-là. Et dans l'une de ces conversations, Donna Adelson dit très clairement à son fils qu'elle a conscience que, elle est la prochaine sur la liste, qu'elle va pas tarder à être arrêtée. Elle parle éventuellement de sauter la vie, et puis elle émet aussi la possibilité de tenter de partir à l'aéroport. Et une semaine après le verdict de Charlie Adelson, le 13 novembre 2023, Donna et Harvey Adelson sont arrêtés par la police à l'aéroport de Miami. Ils avaient un aller simple pour Dubaï et ensuite ils devaient prendre une correspondance pour le Vietnam. Là encore, pas de billet de retour. Et le Vietnam, c'est un pays qui n'a pas d'accord d'extradition avec les États-Unis. Entre l'arrestation à l'aéroport avec le billet sans retour et la conversation avec son fils, Donna peut difficilement nier le fait que c'était une tentative de fuite, donc elle va expliquer que son fils a été jugé injustement. En fait, elle explique que, à cause de toute la presse, Charlie n'a pas pu être jugé de façon équitable en Floride. Elle sait qu'elle-même n'aura pas le droit à un procès équitable, et c'est pour ça qu'elle a préféré fuir. Donc elle a fui parce qu'elle est innocente. Voilà. Son procès devrait commencer le 30 septembre 2024, même si ça peut encore bouger, donc évidemment, on se retrouvera à cette occasion pour le procès de Donna Adelson. Quant à Wendy Adelson, à un moment dans les appels qu'il y a entre Donna et Charlie le jour du verdict, le téléphone est mal raccroché et Donna, qui ne sait pas qu'elle est encore enregistrée, lit des SMS de Wendy à son mari Harvey et elle fait un petit commentaire après. Écoutez ça. I wrote this last night. We know you never asked anything about your brother, but we just got off the phone with him and the first thing he asked was, how's Wendy holding? I didn't have the heart to tell him that you never called us or asked about it. Everyone looks to protect you. I bet you've got a lot to think about. It says this morning, Dear Mom, I know you are upset by the verdict, but the anger directed at me is not justified. I'm not responsible in any way for Charlie's situation. I am not guilty because I did not do anything wrong, and I was not involved in any way with Danny's death. It was. Voilà, donc si on avait encore des doutes sur l'implication de la famille Adelson dans le meurtre de Dan Markel,
je pense que là, c'est fini. Beaucoup de gens pensent que Wendy va finir par être arrêtée aussi, soit ce sera un petit peu avant le procès de sa mère, et peut-être que du coup elle serait jugée en même temps, c'est une possibilité, soit peut-être que l'accusation va faire, comme avec Donna, ils vont attendre que le procès de Donna se termine, et arrêter Wendy dans la foulée, c'est aussi possible. La question c'est est-ce qu'ils ont assez de preuves en fait pour vraiment inculper Wendy? C'est pas sûr, par contre, on sait de façon sûre, je vous l'avais dit, que Wendy, quand elle a témoigné pour l'accusation, il y a des moments où elle a menti. Et donc ça, c'est aussi une possibilité si l'accusation n'arrive pas à la poursuivre pour son implication dans le meurtre de Dan Markel, peut-être qu'ils vont finir par la poursuivre pour parjure, et dans ces cas-là, ils pourraient essayer d'avoir la peine maximum, de façon à ce qu'elle soit punie d'une manière ou d'une autre pour son implication dans le meurtre de son ex-mari, même si c'est pas directement pour ça qu'elle est condamnée. Quant à Harvey Adelson, honnêtement, je ne pense pas qu'il sera poursuivi. Il a l'air d'être quand même assez silencieux dans toute cette histoire, assez effacé même dans la famille. Je ne pense pas que l'accusation ait assez de preuves honnêtement contre lui, de son implication d'une quelconque manière. Puis accessoirement, il a 80 ans, donc voilà, je pense qu'ils vont laisser tomber pour Harvey, mais peut-être qu'ils vont poursuivre Wendy. À ce stade, il y a peut-être 2 questions que vous vous posez encore. La première, c'est comment c'est possible qu'une famille entière complote pour faire assassiner quelqu'un. Et la seconde, c'est qui Robert Adelson, le fils là qu'apparaît depuis le début sur l'arbre généalogique et dont on n'a jamais parlé? Je vous propose de répondre à ces 2 questions dans une prochaine vidéo, dans laquelle on explorera plus en profondeur la dynamique de la famille Adelson. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, j'espère que ce procès vous a intéressé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de Charlie? Est-ce que vous croyez à cette histoire de chantage? Est-ce que ça vous paraît possible? Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Baby, you should know you're never safe. When you play these games, you get replaced. Baby, you should know you're never safe.